voulais juste remercier Madame Domiche et Monsieur Regard. On a enclenché ce partenariat qui dure maintenant depuis plusieurs saisons. Il a été en pause, vous l'imaginez, la saison dernière, mais là, ça y est, redémarrer, on en est très heureux. Donc c'est la première rencontre d'un cycle de 3 rencontres qui vont dérouler tout au long de la saison. Donc voilà, profitez bien. Et à très bientôt. Bien, alors, à mon tour de vous accueillir toutes et tous en notre nom, à Frédéric Regard et à moi-même. On est vraiment ravis de reprendre ce cycle de rencontres, débats qui avait été interrompu donc, par la crise sanitaire et qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat que vient d'évoquer Clémence entre le théâtre de l'Odéon et Sorbonne Université. Partenariat qui a été mis en place depuis 2018. Donc avant toute chose, je crois qu'il faut qu'on remercie Olivier Schnöring du côté de l'Odéon, qui est celui qui a mis en place le partenariat en 2018, ainsi que toute l'équipe. Il y a Clémence au premier chef, il y a aussi Juliette et Élise qui travaillent avec Clémence. Il y aura Dorian qui est en train de filmer, d'enregistrer la séance de telle sorte qu'elle puisse être revue. Et puis, puisque je suis dans les remerciements, je remercie également du côté de la Sorbonne toute notre équipe, à nous, de doctorants, de doctorantes, de futurs doctorants et doctorantes, tout particulièrement pour la séance de ce soir, Daria Kriasova, qui est derrière, ainsi que Lorenzo Ruzzeme et Anna Wilson, que vous avez dû rencontrer à la billetterie. Voilà, donc cela étant dit, nous avons pour la reprise un petit problème. C'est la première fois que ça nous arrive. Notre troisième invité n'est pas là et nous ne savons pas du tout ce qui a pu lui arriver. On est sans nouvelles d'elle. Donc nous nous en excusons, il y a une chaise vide. Si elle arrive évidemment, l'accueillons en bras ouverts. Sinon, on fera sans elle. Donc je vous rappelle le principe et les modalités en fait de fonctionnement de ces séances qui, pour chacune d'elles, se déroule en contrepoint de l'un des spectacles de la saison théâtrale de l'Odéon. Et donc, en parallèle à ce spectacle, grâce à 3 invités, d'habitude, grâce à nos invités qui ont des perspectives complémentaires parce qu'ils viennent de disciplines différentes, nous apportons des éclairages qui se croisent et qui se complètent sur une question qui est liée au genre et que soulève le spectacle en question. Alors aujourd'hui, le spectacle à partir duquel nous avons organisé cette rencontre débat, c'est le spectacle intitulé Le Passé, qui est l'adaptation et la mise en scène par Julien Gosselin de textes de l'auteur russe Léonid Andreev, auteur du tournant du 19e, 20e siècle, qui nous donne à voir la lente descente, si je peux dire, d'une femme dans la folie, à la suite de la tentative de meurtre qui est commise sur elle par son mari, qui la croit à tort coupable d'adultère. Donc, au début de la pièce, les personnages masculins qualifient les réactions de cette femme à la tentative de meurtre dont elle vient d'être l'objet. Donc les personnages masculins la qualifient de folle. Elle-même, elle se qualifie ultérieurement aussi de folle. Et donc la question que nous allons poser, c'est celle de l'articulation, la relation entre genre et pathologie. Est-ce que les pathologies sont genrées? Dans quelle mesure elles le sont? Comment est-ce qu'on a pu associer des pathologies à chacun des deux genres? Alors, je vous décris très rapidement le déroulé de notre séance. D'abord, pour vous mettre en condition, il y aura
quelques éléments de support visuel. Ensuite, commencera le débat proprement dit, à proprement parler, avec 4 temps de questions que nous adresserons à chacune, c'est très paritaire du coup, de nos invités. Donc 4 temps de questions. Le premier temps concernera, on l'a intitulé l'invention de la folie hystérique féminine. Puis nous nous intéresserons au théâtre de l'hystérie. Ensuite, troisième temps, on parlera de la folie et des pathologies au masculin. Et puis, dernier temps, on interrogera le statut de la folie entre enfermement et libération de la femme. Et puis, on réservera un tout dernier temps, d'une vingtaine de minutes au moins, à vos questions, pour que vous puissiez les poser à nos 3 invités que je vais laisser Frédéric, nos 2 invités que je vais laisser Frédéric présenter. Merci Anne. Oui, je vais présenter nos invités, y compris la femme invisible tout de même, qui pourrait arriver. Donc la femme invisible aurait été Daria Sinichkina, qui est maîtresse de conférence à la Sorbonne, qui est une de nos collègues, dont les recherches portent sur la poésie russe de la première moitié du XXe siècle. Voilà, on l'attend. Si jamais elle se présente, on lui fera bien sûr une ovation. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de lui, ce qui est tout de même assez préoccupant. Je continue avec Nicole Edelman, qui est maître de conférence honoraire en histoire contemporaine à Nanterre, Paris 8, et qui est notamment, entre autres, l'auteur. Paris 10. Paris 10, oui. Merci. Merci. Ah, mais je viens de vous présenter. Non, Daria Sinichkina. J'étais persuadée que c'était Gina. Il avait annoncé qu'on vous ferait une ovation si vous arriviez. Donc, prenez le temps de vous installer. Donc, je reprends quand même. Donc, Daria Sinichkina, qui est donc spécialiste de littérature russe à la Sorbonne, et dont les recherches portent sur la poésie russe de la première moitié du XXe, sur l'héritage de la culture moderniste dans les années 20 et 30, et les relations entre genre et poésie. J'en ai donné à Nicole Edelman, qui est maîtresse de conférence honoraire en histoire contemporaine à Paris 10 Nanterre, et qui est notamment, j'en étais là, l'autrice des Métamorphoses de l'hystérique, publié à la découverte en 2003. Et tout à droite, Jean-Christophe Abramovici, un autre de nos collègues, professeur de littérature française du XVIIIe siècle à la Sorbonne, spécialiste des relations entre littérature et discours médicaux, et dont le prochain livre est précisément consacré aux hystériques. Quelques mots de l'accroche visuelle qui va nous être présentée. C'est de la coutume que nous avons dans ces débat de l'Odéon de soir. Nous vous proposons toujours, pour lancer un peu la discussion, 2 ou 3 images, 2 ou 3 images mouvantes ou 2 ou 3 images fixes. Et nous n'avons pas pu avoir des images du spectacle lui-même. Nous en avons des clichés uniquement qui vont défiler dans la deuxième partie de la séance. Pour le lancement du débat, vous allez voir 2 bandes annonces. Une première consacrée qui présente Augustine, un film de 2012 d'Alice Winocourt avec Vincent Lindon et une actrice chanteuse nommée Soko. Vincent Lindon est dans le rôle du docteur Charcot, Jean-Martin Charcot, donc célèbre neurologue, et Augustine est le nom de ce qu'on pourrait appeler un de ses mannequins vedettes, lorsque, à partir de 1878, il se spécialise dans l'étude de l'hystérie. La deuxième bande-annonce concerne un film tout récent de 2021, intitulé Le Bal des Folles, qui est un film de Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent et Louis Delage, d'après un livre de Victoria Mas. Cette fois-ci, c'est encore une histoire vraie, évidemment romancée, l'histoire d'Eugénie, internée par son père et par son frère,
dans la clinique de Charcot, et le bal des folles est une référence au bal annuel qui avait lieu à la Salpêtrière, le bal des hystériques, bal spectacle qui était ouvert au public. Les deux bandes annonces seront suivies d'une série de planches du service photographique de la Salpêtrière qui représentent les symptômes physiques de l'hystérie, photographies qui ont été prises entre 1879 et 1893 dans le service du docteur Charcot. Lorsque le débat commencera, vous verrez des images fixes défiler, un tableau très célèbre d'André Brouillet, tableau de 1887, qui est intitulé Une leçon clinique à la Salpêtrière et qui représente le célèbre neurologue Charcot et une autre de ses célèbres patientes, Blanche Wittmann. Et ce tableau célèbre sera suivi de clichés du spectacle. Vous verrez, ça c'est le théâtre de l'Odéon qui nous les fournit, différentes images du spectacle lui-même et qui mettent en scène en particulier Ekaterina, qui est la femme accusée d'être hystérique et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Donc je vais demander à Daria, que je remercie encore 1000 fois pour son support technique et pour sa patience et son sang-froid, de lancer les bandes annonces et les premières images. Augustine, c'est prêt. Ça va? Non, ça va passer. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu cette fille avant? Elle est pas là depuis longtemps. T'arrives souvent ces crises? Tous les mois? À peu près. J'entends le gardien fait qu'il me caresse. Vous savez que je suis une nouvelle malade? Augustine a 19 ans. Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois. Pourquoi je sens rien? Vous pensez pouvoir la présenter à la faculté? Ça dépend comment on réagit quand il y a du monde. Et tu les entends jamais parler entre eux? Mais si, mais je comprends rien. Regarde le miroir. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. De qui parlez-vous? De la nouvelle malade de votre mari. Vous avez entendu parler, vous, de cette Augustine? Non, madame. Dans la nuit, elle appelle un amant imaginaire qu'elle invite dans son lit avec des mots crus, donne des baisers, se recouche. Vous allez me guérir? J'ai trouvé une malade à vous présenter. Augustine convaincra l'Assemblée, j'en suis sûr. Je commence à en avoir assez de toutes vos expériences. Vivement que je parte d'ici. Et où tu irais? Tu veux guérir ou pas? Vous dites toujours ça et il se passe rien. Vous semblez contrarié. Vous ne venez pas vous coucher? J'arrive. Je vous déteste. Ça parle pas trop d'amour, vos livres. Qu'est-ce que tu connais de l'amour, toi? Plein de choses. Où sommes-nous? Je ne reconnais pas le... Oh non, pas ça. Pas la Salpêtrière! Pas la Salpêtrière! Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. Ne bougez pas, Marie. Déclenchez. Vos yeux se ferment, vous n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas! Calmez-vous. Je me calme si je veux. Nous rions. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternels. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Mesdames, c'est à vous.
ces images. Premier temps donc, de notre débat, l'invention de la folie hystérique féminine, c'est-à-dire l'invention en fait, de l'articulation entre femme, folie et hystérie. Femme, hystérie et folie. Et comme je le disais tout à l'heure en introduisant le débat, la pièce de Julien Gosselin est un montage centré, un montage de textes de Léonid Andreïev, auteur russe donc de la fin du 19e, début du 20e siècle, un montage qui est organisé autour d'une pièce de théâtre écrite en 1912, Ekaterina Ivanovna, et donc centré autour de ce personnage féminin d'Ekaterina, qui sombre dans la folie, qui est qualifiée de folle après la tentative de meurtre de son mari par les personnages féminins, qui se qualifie elle-même de folle, et que toute la mise en scène de Julien Gosselin contribue à associer à une hystérique, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, il y a de nombreux éléments de la mise en scène qui convoquent le fameux tableau d'André Brouillet, qui est passé tout à l'heure, la leçon de la salpêtrière, à commencer par cette pose, cette posture cambrée, renversée en arrière, qui est associée à l'hystérique telle que la décrit Charcot. Qui plus est, plus loin encore dans la pièce, l'un des personnages masculins décrit l'hystérie de la folie d'Ekaterina en disant qu'elle est associée à, je cite, trop de féminin, de féminité. Donc, un de ces éléments, la pièce de Julien Gosselin se donne à voir comme une sorte de construction, d'invention, pourrait-on dire, du personnage d'un personnage hystérique. À partir de là, et en élargissant au-delà de la pièce de Gosselin, je me tourne vers Jean-Christophe ici, et je lui demande si on prend les choses alors, un petit peu en amont, commençant un petit peu avant le tournant du 19e et du 20e siècle. Comment est-ce que l'on peut caractériser les discours médicaux sur l'hystérie jusqu'à la fin du XVIIIe? Est-ce que la culture de l'époque est marquée par figures des personnages mythiques associés à l'hystérie? Alors effectivement, quand on parle d'hystérie, il peut y avoir des noms justement de grands mythes qui viennent à l'esprit. On peut penser à Médée, on peut penser à Phèdre. Ces personnages sont très rarement évoqués dans les textes médicaux. Il s'agit justement de réinterprétations modernes, rétrospectives. C'est pour ça que c'est très bien quand même même s'il faut toujours être nuancé en termes de coupure historique, mais le 19e siècle, dont Nicolas Delman est la spécialiste et dont elle nous parlera, change véritablement quand même l'approche et les discours sur l'hystérie. Si l'on considère... Alors, l'hystérie existe même nommément. Le livre fini et qui sera édité dans quelques mois, que je choisis d'appeler Les hystériques. Ça peut paraître un petit peu provocateur, surtout dans la période dans laquelle on est, mais si je tenais justement à ce qu'il y ait ce titre, Les hystériques, c'est qu'on trouve l'expression chez Galien, le médecin du 1er siècle, et dans une phrase où il dit « Les hystériques, tel est le nom que ces femmes se donnent ». Donc c'est intéressant de voir que ta hystérica est au départ un nom que se donneraient les femmes qui souffriraient d'un certain nombre de symptômes. Et donc le discours médical sur l'hystérie, qui est assez fascinant parce qu'il ne se modifie pratiquement pas depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est pratiquement la même chose qui est dite, et en même temps avec de subtils changements qui m'ont intéressé. L'hystérie regroupe, alors on parle de fureur de matrice, de suffocation de matrice, mais en gros, l'hystérie rassemble un certain nombre de mots qu'on qualifierait de gynécologiques et qui regardent effectivement les femmes et dont souffrent les femmes et qui concernent les douleurs
véritable, avec parfois des éléments que l'on retrouvera dans la symptomatologie de l'hystérie du XIXe siècle. Le fameux arc, on le retrouve quelquefois, rarement quand même, dans les textes, mais des états d'épilepsie, avec lesquels on confond, des états de catalepsie, donc de figement de corps, quelquefois un petit peu de figement, mais c'est quand même d'abord une douleur au niveau du ventre, et c'est quand même un discours qui permet justement d'accueillir ces mots dont souffrent les femmes, avec même des interrogations qui nous sont venues en lisant le discours, par exemple, contemporain sur l'endométriose, toutes les questions qui peuvent y avoir sur les origines psychopathologiques de cette maladie, mais qui est quand même une réalité aujourd'hui, que l'on désinvisibilise, que l'on rend enfin visible, et qui se caractérise aussi par une espèce de migration dans le corps de cellules qui provoquent des douleurs. Et on retrouve là des analogies avec les descriptions anciennes de la douleur, avec une douleur qui se déplace. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, si on progresse un petit peu dans le temps, Nicole et Delmas, je me tourne vers vous. Comment évoluent les discours sur l'hystérique depuis le XIXe siècle jusqu'à la Grande Guerre, puisque c'est vraiment la période que vous avez étudiée? Oui, dans les métamorphoses de l'hystérique aussi. Il y a une très très grande rupture en Europe et en Amérique du Nord, mais surtout en Europe, c'est la Révolution française qui va très profondément modifier les structures de la société, les relations sociales et les institutions politiques. Alors évidemment avec énormément de manques, mais c'est quand même une très très grande rupture. Et donc, par rapport justement au XVIIIe, où on parlait de vapeur, enfin bon, mais là c'était d'autres termes, on va avoir une définition de l'hystérique féminine, avec ce retour à l'hystéria, c'est-à-dire l'utérus, donc quand même très féminin, et ce sont des médecins, donc Louis Villermé par exemple, en France, qui va définir cette maladie comme un mal de mère, M-E-R-E, hein, c'est-à-dire une femme en manque d'enfant, et on retrouve là la description grecque, hein, de l'utérus qui remontait avec cette boule, qui est quand même cette boule hystérique que décrivent toutes, enfin on l'a vu sur une des photos, Laura, AURA, qui angoisse, c'est vraiment le début de cette crise hystérique. Donc mal de mère, manque d'enfant, et donc le conseil c'est de se marier bien sûr, hein, parce que c'est le début là, du rapport du Code civil entre hommes et femmes, et donc de se marier, donc d'avoir des rapports sexuels. Donc il y a une reconnaissance d'une sexualité, alors là il faut évidemment faire très attention au terme, il n'a pas du tout le même sens, enfin du tout, pas exactement, même de loin le même sens. Donc un besoin de sexe pour faire des enfants et pour résoudre donc ce mal de mère, et à ce moment-là, ce sera vraiment résolu. Donc ça c'est une première phase, et tous ces médecins mettent en face à face l'hystérie féminine et l'hypocondrie, qui est une maladie typiquement masculine. Les hommes qui travaillent trop, qui lisent trop, etc. Alors il y a quelques femmes qui peuvent être hypocondriaques, mais très peu. En revanche, aucun homme, évidemment, ne peut être hystérique, puisque c'est donc ensuite, il y a une évolution, là aussi, sociale, politique, culturelle, avec des révolutions des années 30, 1830, et on va aussi avoir une évolution des recherches neurologiques, alors très très lente, hein. On a beaucoup de mal à étudier le cerveau, je sais pas si, enfin, vous faites plus ça au lycée, mais quand on étudie le cerveau, ça s'effondre, c'est mou, c'est bon. Et on étudie les oiseaux, on étudie d'autres animaux, d'autres vivants, pardon. Donc on va avoir une évolution
vers une hystérie qui serait neurocérébrale, à ce moment-là évidemment qui viendrait du cerveau, mais aussi neurogénitale, c'est-à-dire qui viendrait des nerfs qui sont issus périphériques, qui sont issus de l'utérus. Et on a des thèses, 2 thèses qui vont avoir des prix en 1845, l'une neurogénitale, l'autre neurocérébrale. Mais c'est quand même une reconnaissance et une évolution. Et ensuite, donc l'évolution continue, on voit de plus en plus de thèses de médecine sur l'hystérie cérébrale, et la grande rupture, à mon avis, avant Charcot, c'est Pierre Briquet, qui en 1859 publie un traité de l'hystérie, et là, il dit que toutes les femmes, les femmes peuvent être hystériques, mais les hommes aussi. Et c'est lui qui définit vraiment une hystérie purement cérébrale. Ce que ne fait pas Charcot, je pense qu'on y reviendra. Une hystérie donc purement cérébrale, donc bien sûr les hommes peuvent être hystériques, mais uniquement ceux qui ont une sensibilité masculine, c'est-à-dire les invertis, hein, comme on les appelle, comme on donne le nom aux homosexuels masculins à cette époque. Et il dit cependant que ces invertis, c'est le renversement des lois constitutives de la société. C'est une anomalie tout à fait importante. Bon, ensuite, donc, le troisième grand moment, c'est Charcot, en effet, Jean-Martin Charcot, qui lui est neurologue, donc il intervient et il va décrire non plus une hystérie d'inverti pour les hommes, mais du mâle hystérique, hein, de l'hystérique mâle, c'est son terme, c'est pas là moi qui l'ai inventé, hystérique mâle. Et donc, il veut que ce soit une hystérie une et indivisible, donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Bon, moi, enfin, ça c'était mon HDR, mais dans mon travail d'historienne, j'ai montré, je pense, qu'en fait, il montre que toutes les femmes peuvent être hystériques. Donc, elles restent sous contrôle ou du mari ou du médecin. Et peu à peu, on le voit dans les années 1880 jusqu'à sa mort en 93, son homme hystérique, son hystérique mâle, qui est d'abord un ouvrier, surtout un ouvrier du chemin de fer, hein, puisqu'il y a énormément d'accidents, enfin pas énormément, mais il y a des accidents de chemin de fer qui vont justement déterminer cette hystérie. L'homme hystérique devient vite un paria, un vagabond qui est dans la lie de la société. Donc finalement, c'est quand même une définition assez particulière. Et là, je crois qu'il valide en quelque sorte cette Troisième République qui se met en place, comme vous savez, et les nouvelles lois aussi, qui vont laisser une hiérarchie très forte entre hommes et femmes, toutes les femmes donc hystériques, quelques hommes simplement hystériques. Et puis, alors, ce que je veux dire aussi, c'est que Charcot, ces hystériques épileptiques, vous avez vu les noms, ne sont pas folles. À la Salpêtrière, il y a lui, et il y a le service des folles. Et parfois, il y envoie d'ailleurs, Blanche Wittmann, il l'envoie chez les folles, hein, parce qu'elle l'enquiquine, elle fait trop de bruit dans les salles. Il l'envoie quelques semaines, ce qui est très dur, parce que le service des folles, là, du coup, est quand même beaucoup plus dur, parce qu'il y a toutes les formes de folie, et pas uniquement l'hystérie. Lui, c'est uniquement les hystériques épileptiques. Donc, dernière phase, c'est Freud. Et là, Sigmund Freud, c'est évidemment une rupture fondamentale. On va aller vers une interprétation psychique et non plus neurologique. Il va découvrir à travers ses études, alors par son passage évidemment à la Salpêtrière en 1885-86, il va travailler avec Charcot, mais il va s'en détacher très très lentement. Moi, mon prochain livre, c'est l'avènement de la psychanalyse, donc en février, qui étudie ces conditions de production de l'émergence de la psychanalyse, et il va montrer que les hystériques qu'il va soigner, donc essentiellement à Vienne, qui sont là des bourgeoises ou des aristocrates, et non plus évidemment le petit peuple parisien que traitait du moins à la Salpêtrière Charcot, il va montrer que c'est lié à un traumatisme essentiellement sexuel, et il va le traiter de manière psychique par ce qui va amener à la découverte de l'inconscient psychique, et donc un traitement tout à fait différent, mais qui va, à mon avis, permettre de sortir justement de cette hystérie. On n'exprime plus par son corps, mais on exprime par la parole, et surtout on est entendu. Et Charcot, lui, n'entend rien, il voit, il n'entend rien. Voilà, donc je situerai cela.
Merci beaucoup pour ce panorama très complet. Alors si maintenant on se tourne plus spécifiquement vers la Russie, quels sont les discours sur l'hystérie qui circulent en Russie à l'époque d'Andreev, donc au tournant du 19e, 20e? Est-ce qu'en Russie on connaît les travaux de Charcot, de 1912 pour Ekaterina Ivanovna? Est-ce que Freud circule en Russie? Qu'est-ce qu'il en est? Merci pour cette question et merci pour ces deux exposés sur les 18e et 19e siècles. Pour la Russie, la situation est passionnante. Freud est effectivement connu, même très connu. Alors, vous venez d'évoquer les patientes issues de la haute société bourgeoisie de Vienne et d'Autriche, mais vous n'êtes pas sans ignorer sans doute que parmi les patientes de Freud et les patients, nombreux sont des Russes. Et les Russes, pour qui Freud a une passion particulière, l'inspirent énormément. Et alors les travaux de Freud sont traduits dès le début du XXe siècle, en 1904, de la première traduction, c'est l'interprétation des rêves, et ils seront traduits de manière extrêmement intense tout au long des premières décennies du XXe siècle. Mais même encore avant cela, les liens sont forts, car déjà à Paris, justement auprès de Charcot, lorsque Freud étudie auprès de Charcot, il y fait la connaissance d'un neuropathologue russe, Darchkevitch, qui ensuite fondera l'un des premiers instituts de psychanalyse en Russie à Kazan. La pensée, les idées de Freud, la méthode de Freud seront tout à fait connues et exploitées. Alors, le premier congrès des psychiatres russes date de, je retrouve la date exacte, 1887. Alors, qu'est-ce que c'est comme période? Et ça, c'est le point qu'il faut vraiment évoquer. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et cette charnière entre le 19e et le 20e est marquée, comme partout ailleurs en Europe, par l'esprit qu'on va appeler fin de siècle, la décadence, la dégénérescence même, si on reprend les termes justement qui circulent dans les milieux médicaux. Et notamment l'un des psychiatres de l'époque, Kovalevsky, en 1894, publie une étude qui s'intitule « Les maladies nerveuses de notre société » et dans laquelle il dénonce, justement, il met dénonce dans un même geste, en fait, la dégénérescence sociale et les névroses qu'il observe auprès des patients. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dégénérescence sociale? C'est en fait tout ce que traverse la société russe, du point de vue de Kovalevsky, qui est extrêmement conservateur, depuis les années 1860. Et les années 1860, ce sont les années des grandes réformes, notamment, donc sous Alexandre II, notamment des réformes qui donnent beaucoup plus de liberté aux femmes et qui lancent ouvert le débat de l'émancipation féminine, la fameuse question féminine qui trouvera une représentation extrêmement vive dans la littérature. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et dont on aura les échos aussi, évidemment, chez Andreev. Et alors, cette question féminine, qui anime vraiment tous les esprits dans les débats aussi bien sociétaux que culturels, à partir des années 60, elle va être rejointe par une autre question qui va animer le débat justement à la charnière entre le 19e et le 20e, c'est la question du sexe. Et là, on va avoir un débat qui va être extrêmement nourri, qui va être extrêmement foisonnant. Vous pensez bien sûr à la sonate à Kreutzer de Tolstoï, on pense bien sûr à la traduction de l'ouvrage de Otto Weininger, qui va avoir une résonance vraiment majeure dans les années 1900. Le philosophe Vassili Rozanov également, dont j'aurai peut-être l'occasion de redire un mot. Bref, c'est vraiment le débat qui agite tous les esprits et Léonid Andreev y participe car non seulement il reconnaît que le débat sur le sexe et donc sur les femmes est au cœur vraiment de l'actualité, mais en plus il considère qu'il est vraiment très très mal traité et abordé par ses contemporains. Parce que, il est très mal abordé par ses contemporains. Et alors, dernier point qui est extrêmement important, et là pour arriver vraiment à Andreev, c'est que le moment où il écrit Ekaterina Andreevna, on est en 1912, nous sommes en pleine période
siècle, charnière entre le 19e et le 20e, qui connaît un épanouissement incroyable de tous les arts, de la culture, de la poésie, de la littérature, du théâtre, etc. Et ce modernisme est entre autres caractérisé par un discours sur l'inconscient qui va, en fait, et je reviens à Freud justement, qui va à la fois puiser dans le discours freudien et le rencontrer en quelque sorte. Et là, il va y avoir vraiment une rencontre extrêmement productive entre le discours de Freud sur l'inconscient et le discours du modernisme russe, de la littérature russe, sur toutes les pulsions humaines. Et c'est pour ça que la réception de Freud est extrêmement riche, et c'est pour ça que, en fait, elle se fait dans la littérature. Et ça va être vraiment à travers le prisme littéraire, propre à la Russie très littérature-centriste, comme vous le savez, que l'on va aborder, y compris la question de la folie au féminin, ou de la hystérie, etc. Voilà. Merci. On aborde le deuxième volet de cette soirée, qui sera le théâtre de lycée. Le théâtre de l'hystérie, on en a eu des aperçus avec les bandes annonces, avec les images qui circulent, est un spectacle construit par et pour les hommes. Le corps des femmes hystériques, les corps des femmes sont exhibés par Charcot, on le voit à l'image, à l'occasion de ces célèbres leçons de la salpêtrière. Un public masculin, composé essentiellement de médecins et d'étudiants, assiste au spectacle mis en scène par Charcot et donné par la femme hystérique dont le corps lui-même constitue une image spectaculaire. Toute la mise en scène de Julien Gosselin met en relief cette dimension spectaculaire de l'hystérie féminine, mais aussi masculine, on le reviendra tout à l'heure, en particulier par l'importance qui est accordée dans le spectacle à l'image, puisque l'essentiel du spectacle se déroule sur l'écran, sur lequel sont projetées les images des acteurs et actrices. Images tournées soit hors scène, soit filmées sur scène, mais à l'intérieur d'un espace domestique, qui reste pratiquement invisible au spectateur. Par ailleurs, le moment où le personnage d'Ekaterina, je le prononce pas aussi bien que Daria, donc ici à l'écran, Victoria Pinel qui fait une interprétation magistrale du personnage d'Andrienne. Donc le moment où le personnage d'Ekaterina apparaît dans l'une des postures qui rappelle le plus Blanche Wittmann, c'est-à-dire le personnage qu'on trouve sur le tableau de Brouillet, et justement le moment où les caméramens, et j'insiste sur le mot caméramen, donc les caméramens masculins, qui la filment, apparaissent sur le plateau et sont visibles pour les spectateurs. Dans un dispositif qui rappelle donc la position du public masculin de la leçon de chant. Je me tourne donc vers Nicole Edelman pour lui poser cette question simple qui est dictée par les remarques que je viens de faire. Quelle est la part de l'image dans l'évolution du discours sur l'hystérie féminine du XIXe siècle au début du XVe siècle? Alors, ça s'en mêle. Bon, c'est pas fait pour... ça fait rien. Alors, en effet, Charcot met en scène, tout le monde le sait, donc soit dans les leçons du mardi, celle que montre le tableau de Brouillet, soit dans les leçons de vendredi qui sont dans un amphithéâtre, qui sont plus particulièrement destinées aux étudiants. Il y a à ce moment-là quelques étudiants d'ailleurs, enfin, qu'on met devant et qu'on protège presque pour entrer dans l'amphithéâtre. Cette représentation, en fait, enfin, du moins ce que j'ai pu en trouver dans mes recherches, est diffusée, et les photos aussi que vous avez montrées, en effet, il y a un laboratoire photographique à la Salpêtrière, sont diffusées dans un public très restreint de médecins. J'ai évidemment cherché s'il y avait des indignations féministes, parce qu'on est quand même en pleine période de ce qu'on appelle là,
le féminisme, enfin même s'il a commencé bien avant, mais le nom n'était pas donné, et je pensais trouver des réflexions, une indignation. Eh bien non, non. Il n'y a pas d'indignation de la part des féministes, il n'y a pas d'écriture contre. Éventuellement, la manière dont Charcot traite les quelques thésards donc, qui vont devenir médecins, parce qu'il leur dit que de toute façon, il faut qu'elles restent avec les femmes, qu'elles ne pourront jamais travailler avec des hommes. Donc, je crois que là, on a vraiment une représentation a posteriori qui est dans notre imaginaire, mais qui s'est diffusée essentiellement par les caricatures, par la presse. Les photos ne sont pas encore diffusées dans la presse, hein, il faut vraiment attendre la fin du 19e et le début du 20e. Donc elles sont peu diffusées, et ce qui va peut-être être plus connu, ce sont les tableaux, évidemment. Enfin, évidemment, il n'y en a pas tellement. Peut-être les Salomé de Gustave Moreau. Bon, mais par qui sont-elles vues et comment sont-elles représentées? On parle de la littérature, mais là, c'est plus mon domaine, même si je travaille évidemment dessus. Par la danse aussi. Hein, on a ça, c'est Rebecca Gordon, que vous connaissez peut-être, qui a montré qu'il y a toute une série de spectacles qui sont repris par les contorsions hystériques, par des hommes ou par des femmes. Jeanne Avril, peut-être un petit peu aussi. Bon, elle a été internée justement à la Salpêtrière. Aussi, Polaire, enfin mais c'est aussi un spectacle assez peu vu. Et donc, il me semble que l'image a peu modifié l'idée de la représentation de l'hystérie et de l'hystérique qui reste féminine. Les caricatures qu'on voit, par exemple, les caricatures politiques au moment de l'affaire Dreyfus, on voit une femme qui est dans la rue, complètement dépenaillée, les jambes en l'air, et on dit « Ah ben voilà, c'est une hystérique, c'est l'affaire Dreyfus, vous voyez ». Et donc, la représentation reste la même dans l'imaginaire, et je pense qu'elle l'est. Enfin, là, c'est mon avis, mais qu'elle l'est toujours. Bon, je ne sais pas si les hommes sont traités d'hystériques dans la rue, par exemple, mais si une femme... Bon, enfin, bon. Bref, c'est un autre débat. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Merci. La question va être adressée à Jean-Christophe ici. Qu'en est-il avant le 19e? Alors, dans l'anthologie des textes médicaux que j'ai terminé, j'ai justement tenu à ce qu'il n'y ait pas d'image illustrative. J'ai voulu reproduire uniquement les images qui étaient parues avec les textes. Et on ne trouve pas, avant le XIXe siècle, de représentation hystérique. Si, je suis d'accord avec Nicole Edelman, l'image ne modifie pas véritablement l'appréhension d'hystérie même au XIXe, en revanche, le XIXe commence à intégrer l'image dans la fabrication du mythe de l'hystérie. Les ouvrages de Richer, de Gilles de la Tourette essayent de montrer que l'histoire de l'hystérie telle qu'ils l'entendent est très longue. Et ils s'appuient d'abord, ils revendiquent cette démarche sur des documents iconographiques. Donc ils vont rechercher des images de possession, des images de danse de Saint-Guy. L'exemple de la danse de Saint-Guy, c'est passionnant, parce que la danse de Saint-Guy, qui est, en fait, c'était visiblement un rite social pour essayer de soigner les épileptiques. D'ailleurs, on parle de la danse de Saint-Jean Baptiste, lié à... Et tous les Richer, comme Gilles de la Tourette, voilà, c'est l'hystérie. Alors, comme ils appellent ça de l'épistélo-hystérie, ça permet de regrouper. Donc, voilà, l'image devient effectivement tout à fait importante pour intégrer toutes les formes de folie, y compris celles qui n'ont rien à voir avec l'hystérie, puisque l'épilepsie, c'est quand même une maladie nerveuse tout à fait particulière. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve auparavant? On trouve des images chez Paré,
Alors pareil, montre un pesser pour tenir le col de la matrice ouvert par le bénéfice d'un ressort. Qu'est-ce que c'est que le pesser? C'est en fait, à s'y méprendre, un godemiché par lequel on faisait, qui permettait de mettre des herbes pour justement faire redescendre, soi-disant, cette matrice qui avait tendance à monter. Ou un pot pour recevoir les parfums au col de la matrice. Hein, donc des objets techniques qui étaient utilisés pour soigner l'hystérie. Et sinon, les autres images que j'évoquerai, certaines planches anatomiques sont quand même tout à fait passionnantes, et sans qu'elles soient liées aux discours médicaux sur l'hystérie, méritent quand même d'en être rapprochées. Et j'en cite très simplement une qui date de 1761. Et c'est assez passionnant parce qu'en 1761, il y a aussi un traité d'Astruc, médecin assez important au XVIIIe siècle, hein, qui fait même un traité d'accouchement, dans la préface duquel il dit qu'il n'a jamais accouché aucune femme, mais il fait quand même un traité d'accouchement, ce qui montre un peu la suffisance des médecins de l'époque. Et dans son traité des maladies des femmes, il propose une planche de la matrice, ou de l'utérus, très schématique. On dirait un plan de pareil. En plus, oui, il les met de manière horizontale, donc on ne voit vraiment pas tout ce que c'est, mais et pour montrer quelques vénules. Bon. La même année, Eisen, qui est un très grand dessinateur et graveur, propose la planche de la matrice pour l'encyclopédie. Et alors là, comme nous disposons aujourd'hui d'un magnifique outil qui s'appelle Encre, E-N-2-C-R-E, qui est une édition numérique collaborative de l'encyclopédie, je vous invite tous à aller voir cette planche d'Eisen. C'est une matrice, cette fois-ci, la bien verticale, et je ne pense pas que vous m'accuserez de projeter quoi que ce soit sur cette image. On voit quoi? Une robe. Et véritablement, c'est avec des froufrous. Et ça, c'est une image qui a toujours véritablement parlé, parce que c'est une robe, c'était véritablement comme une invitation faite aux femmes de rentrer dans cette robe, c'est-à-dire de s'identifier véritablement à l'organe qui les définit. Donc, et ça prépare toutes les évolutions sur l'hystérie dont nous a parlé Nicole Edelman. Donc il y a un certain nombre d'images qui sont effectivement anatomiques, tout à fait signifiantes, qui participent de cette construction de l'hystérie. Merci. Je me tourne vers Daria désormais pour lui demander quelle place tient l'écriture de l'hystérie dans le théâtre russe de l'époque et dans l'œuvre d'Andreïev en particulier. Merci pour cette question. Alors, je répondrai surtout par rapport à la pièce Ekaterina Ivanovna et à la représentation, puisqu'on parle de l'image, à la représentation justement, alors voilà le tableau qui est à l'écran, de la protagoniste dans cette posture tout à fait étonnante qui en fait scande la pièce. Et je recherchais la citation exacte. Je ne sais pas si c'était présent dans le spectacle, mais alors à la fin de la pièce, Ekaterina Ivanovna, qui dans le dernier acte, pose devant une assemblée d'hommes, et devant le peintre, dont elle est aussi la maîtresse, en Salomé. Et elle est à demi nue, voilà, elle est sur un piédestal devant cette assemblée absolument mesquine, visqueuse, voilà, qui la regarde comme un morceau de viande, comme un objet de désir. Et elle s'en joue d'ailleurs, j'y reviendrai, mais voilà, elle est à demi nue et elle est dans cette posture de Salomé et elle tient dans les mains le plateau qui doit accueillir la tête de Saint Jean-Baptiste. Et alors, à un moment, on la provoque, l'un des amis du peintre la provoque et lui demande la danse de Salomé, la fameuse danse justement. Et donc elle s'y emploie,
Mais cette danse, Andreïev l'a décrit dans le Didascalie comme étant une gestuelle extrêmement qui laisse un sentiment d'inconfort parce qu'elle n'est pas du tout, elle n'est ni harmonieuse, ni sensuelle, elle est même à l'opposé du sensuel. Elle est justement à l'opposé de la séduction féminine, c'est une sorte d'anti-danse de Salomé. Et il l'a décrit, alors justement, c'est pour ça que j'ai des citations là, elle jette ses mains, elle jette ses bras qui sont très fins en l'air et fait quelques mouvements faibles et maladroits. Et elle les jette en l'air comme si elle s'apprêtait à s'envoler. Puis ensuite elle tournoie, elle tourne, elle crie, en lançant toujours ses mains en l'air, voilà, comme pour s'envoler. Et enfin, elle s'arrête dans une posture insolente. Et alors, ce qui est absolument fantastique, c'est que ce point culminant, il vient conclure toute une métaphore filée de cette danse en vol arrêté, en vol maladroit et impossible, qui ponctue la pièce depuis le début. Parce qu'en fait, dès les premières apparitions d'Ekaterina Andreevna sur scène, elle fait ce geste très bizarre. Voilà, elle lève les mains comme pour s'envoler. Et alors, en fait, cette posture, qui est tout à fait étonnante, elle a une double origine, elle a une double interprétation, elle a une double lecture. La première lecture, c'est que la posture renvoie à un personnage de la littérature et du théâtre russe, puisqu'on parle de théâtre, extrêmement célèbre, classique déjà à l'époque, qui est une autre Catherine, une autre Ekaterina, celle de l'Orage d'Alexandre Ostrovsky, excusez-moi, une pièce de 1859, dans laquelle la jeune femme, Ekaterina, l'épouse d'un mari qui est absolument inintéressant et qui lui fait vivre une vie extrêmement ennuyeuse, se laisse aller à l'adultère, vous voyez le lien, et au final ne peut plus vivre avec cette faute et se jette dans la Volga. Et l'image de Ekaterina qui est comme une mouette au-dessus de la Volga, justement lorsqu'elle se jette dans l'eau, elle se suicide, c'est cette image qui va traverser la littérature russe dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment venir imprégner une autre œuvre extrêmement importante pour comprendre Ekaterina Ivanovna d'Andreïev, c'est les 10 Macbeth du district de Mtsensk de Nikolai Leskov. Une œuvre de 1865 dans laquelle il est aussi question d'adultère, aussi question de chute précipitée dans la Volga, et aussi question d'une autre Ekaterina, d'une autre Catherine. Voilà. Et puis la deuxième ligne, qui est extrêmement importante, c'est que ce vol, cette posture étrange, Andreïev souligne à plusieurs reprises dans la pièce à quel point elle est affectée. Par exemple, lorsque Ekaterina Ivanovna arrive dans l'atelier du peintre qui est son amant, Koroleslov, Andreïev la décrit se cambrant, voilà, dans cette posture justement qui est celle de l'hystérique, se cambrant, mais aussi se cambrant devant le miroir comme une actrice, et se laissant aller sur le fauteuil, voilà, dans une pose extrêmement affectée. Et ce caractère artificiel, c'est aussi celui que l'on va retrouver dans la danse finale. Et ce caractère artificiel, qui est étonnant au vu de ce que je viens de dire et de cet héritage extrêmement noble de Ekaterina Ivanovna, en fait la rapproche des femmes folles et ou hystériques de la littérature russe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle surtout, les grandes figures du modernisme russe. Alors il y a le modèle de vie, disons, c'est la poétesse Zinaïda Bius, qui est extrêmement célèbre à l'époque, c'est l'une des muses et poétesses, elle est aussi autrice de l'âge d'argent, et elle aussi on la décrit, et on la décrira aussi a posteriori comme adorant justement se mettre dans des positions pas possibles, des affects comme ça, en se cambrant, en se représentant voilà, de manière extrêmement artificielle et affectée pour se mettre en valeur. Vous voyez aussi le discours qu'il y a derrière. C'est aussi le personnage, un autre personnage, c'est Nina Petrovskaya, qui est une jeune femme vraiment décrite et définie comme une folle, mais folle parce que amoureuse,
et qui est une véritable jeune femme, hein, et qui devient la protagoniste d'un roman d'un poète symboliste extrêmement important et célèbre à l'époque, en 1907, L'Ange enflammé. Voilà. Alors, outre ces modèles, ce sont les modèles des femmes fatales de la littérature russe qui sont invoqués ici. Et c'est à travers elles que va se construire la représentation de l'hystérie au féminin, sans que le mot soit toujours prononcé. Il est prononcé chez Tolstoï, dans la sonate à Kreutzer, avec une référence à Charcot. Mais il n'est pas prononcé chez Dostoïevski, par exemple, alors que c'est sous la plume de Dostoïevski qu'on aura l'écriture de la femme fatale, dans l'Idiot, par exemple, Anastasia Filipovna. Et que c'est dans ces œuvres-là que va aussi se créer le regard sur l'hystérique au masculin. Le regard et la représentation de ces femmes-là d'un point de vue masculin. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de folie et d'hystérie au féminin. Déplaçons-nous un tout petit peu pour envisager ce troisième temps de notre rencontre, la folie, l'hystérie, les pathologies au masculin. Là encore, c'est le spectacle qui nous sert de point de départ, parce que ce qui est assez frappant dans la mise en scène de Julien Gosselin, c'est que la première chose qu'on voit sur la scène, c'est une folie qui n'est pas la folie de la femme. Ce qu'on voit, c'est la folie meurtrière de l'homme. Ce qu'on voit, c'est un homme complètement fou, hurlant, se débattant et dans des mouvements tellement désordonnés que ses proches sont obligés de le maîtriser. Donc ce qu'on voit, c'est en fait une folie dont les symptômes sont au fond peut-être pas si différents que ceux qui affecteront Ekaterina, fille de la pièce. Donc une folie masculine, et une folie masculine qui est première, qui est initiale, qui est celle qui initie la pièce, c'est celle qui lance en fait la folie de Ekaterina Ivanovna. Et la pièce semble suggérer que la folie du personnage féminin découle de cette folie meurtrière initiale. Donc, la première question que je pose, elle s'adresse à Zarina Chitina. Est-ce que ça, c'est une lecture ou une interprétation de Julien Gosselin? Ou bien alors, est-ce que chez Andreïev, on a cette sorte de folie, à la même nature, hein, de folie meurtrière masculine, cause, si je puis dire, de la folie hystérique féminine? Alors, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est qu'en russe, il y a vraiment beaucoup de façons de dire folie. Et que Andreïev exploite cet aspect protéiforme de la langue pour désigner les uns et les autres comme étant fous. Et en fait, tout le monde est fou dans cette pièce. Il n'y a pas un seul personnage qui ne dit pas à un moment ou à un autre voilà, je suis fou. Alors, vous voyez, en vous entendant, l'idée de présenter Ekaterina Ivanovna comme folle ou hystérique, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment explicite chez Andreïev. Elle n'est pas désignée comme hystérique. Il n'y a pas de... Voilà. Et en fait, cette désignation comme folle, elle, justement, au vu de la profusion des termes qui désignent la folie, elle se noie un peu dans le reste des personnages. Il n'y a pas, si vous voulez, la spécificité de Ekaterina Ivanovna, c'est qu'elle est désignée comme folle, vous l'avez très bien dit au début, par son mari et son amant, qui dans un dialogue extrêmement pervers, en fait, discutent de cette femme et explique effectivement son comportement par un trop-plein de féminité en misant en fait sur le mystère féminin. C'est ça, hein, c'est ce discours-là. Mais pour Andreïev, Ekaterina Ivanovna n'est pas folle. Elle est plutôt à comprendre, alors justement d'après l'expression du peintre, comme une Marie-Madeleine éternelle, celle qui souffre de la voie du péché dans laquelle elle s'est engagée, mais qui ne peut pas faire autrement. Et pourquoi elle est dans ce péché? Parce qu'elle y a été poussée par son mari. Alors,
pour revenir rapidement sur le mari, effectivement, les premiers mots, les premières didascalies désignent le mari, Georges, comme étant fou furieux. Il prononce ces premières paroles, fou furieux. Donc on est vraiment dans quelque chose même d'animal. Et ça, c'est aussi important à souligner parce qu'il y a dans la pièce toute une opposition entre la spiritualité de Ekaterina Ivanovna, qui a une ferveur religieuse qui est aussi d'ailleurs elle apporte une sorte de folie, de ferveur, et ce côté païen, voire animal des hommes qui l'entourent. Et tout le monde est fou, encore une fois. Donc André, le frère de Georgi, qui dit « mais tu es fou », l'autre lui répond la même chose. Et puis ensuite, vous avez ce champ sémantique qui s'enrichit d'autres termes, comme celui de la mélancolie, la fameuse Tosca russe, Tosca, et qui participe aussi à créer une ambiance très spécifique. Et ça, il faut le raccrocher à la description que donne Andreïev de la famille de Ekaterina Ivanovna, et de cette maison qui, au début de la pièce, elle est complètement déconstruite, elle est ouverte, elle est défaite, et c'est pour ça que tous les personnages se perdent complètement. Je voulais ajouter autre chose, mais je me suis un peu, donc je vais laisser la parole. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, si on élargit, si on passe maintenant de la pièce d'Andreïev aux discours médicaux, on revient à les discours médicaux, avant le 19e siècle, jusqu'au 18e siècle, est-ce que les discours médicaux décrivent une folie qui serait spécifiquement masculine? Et est-ce qu'il y a des pathologies qui sont spécifiquement masculines dans ces discours médicaux jusqu'au XIXe siècle? Alors, comme j'ai justement tout à l'heure rappelé que l'hystérie est principalement un dérèglement physiologique dans les textes depuis Galien, qu'il puisse concerner aussi les hommes se comprend quand on se rappelle ce que Thomas Laqueur a appelé le modèle unisexe. Pendant très longtemps, on pense que les organes génitaux, masculins et féminins, sont parfaitement identiques. Les uns sont rentrés, les autres sont sortis. C'est la seule différence. Et c'est tout à fait prouvé par les planches anatomiques qui montrent justement des utérus qui ont des aspects de phallus. Alors Thomas Laqueur dit que ce modèle unisexe s'arrêterait vers la fin du XVIIe, ça ne marche pas, je trouve. On trouve les dernières fois où on trouve des planches anatomiques comme ça, c'est le début du XVIe siècle. Donc ce modèle est abandonné. On comprend bien que hommes et femmes ont des appareils génitaux tout à fait distincts, mais l'hypothèse de l'hystérie masculine reste quand même un peu présente. Alors c'est pas du côté de la folie, mais Nicolas Delman a parlé de neurasthénie pour le XIXe siècle. Auparavant, on va plutôt faire un certain nombre de parallèles. Par exemple, le flux hémorroïdal, excusez-moi de ce détail, les écoulements sanguins dont souffriraient les hommes, certains hommes, est mis en parallèle avec les flux menstruels, pour montrer qu'il y a des analogies. Donc l'hypothèse de l'hystérie masculine n'est jamais véritablement développée, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tableau d'homme fou, mais elle est toujours un peu présente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en même temps une explication pour laquelle les hommes n'en souffriraient pas. Parce que s'il y a des vapeurs justement qui gênent les femmes, ces vapeurs s'évacuent grâce au travail. Ou autre hypothèse que l'on trouve, les humeurs masculines ne sont pas composées des mêmes éléments. Et ils seraient composés de ferments plus aériens de la semence masculine par rapport à une semence féminine qui, elle, serait plus lourde. Et vous voyez l'extraordinaire hypocrisie ou duplicité des discours médicaux ou sociaux qui sont tenus sur l'hystérie, sur la femme. Les hommes pourraient souffrir de l'hystérie, mais n'en souffrent pas parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont dehors. Donc on pourrait s'attendre à ce... Ben voilà, on a la solution que les femmes n'en souffrent pas. Et bien non, on leur dit, ah, vous êtes hystérique, donc au contraire,
vous êtes fragile et il convient que vous restiez chez vous. Et le grand enfermement des femmes est préparé justement par tous les discours du XVIIIe qui justement s'apitoient sur ces femmes que Mère Nature tyrannise tout le long de leur vie. Bien, merci beaucoup. Alors, au XIXe siècle, au XIXe siècle maintenant avec Nicole Edelman, vous avez situé, si je ne me trompe pas dans votre livre, le moment Charcot, vous avez identifié ce que vous avez appelé un moment Charcot autour de 1880, comme étant un moment tout à fait spécifique, précisément parce que Charcot ouvre un domaine d'exploration qui est celui d'une hystérie masculine, et il explore donc une hystérie au masculin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce moment, ou en fait sur ces moments où, dans la deuxième moitié du 19e, on pense spécifiquement à l'hystérie au masculin? Mais comme je l'ai dit au moment de la première question, à partir du moment où on commence à parler de neurocérébral, enfin d'hystérie neurocérébrale, c'est Braché, donc dans les années c'est 40-45, enfin les prix c'est 45. Donc là, il pense évidemment que les hommes peuvent être hystériques. On l'a pensé au XVIIe, Sydenham, etc. Enfin, il n'y a pas du tout une linéarité dans l'interprétation. Bon, vous l'avez montré, c'est évidemment montré par d'autres. Donc, Briquet fait une égalité possible entre hommes et femmes, mais comme je l'ai dit, les hommes, ce sont des avertis, donc c'est évidemment peu d'hommes, et c'est les renversements de la société, des institutions, donc c'est extrêmement, évidemment, rare, et de toute façon condamnable. Donc Charcot, en effet, c'est un moment de l'hystérique mâle, et il écrit, enfin, c'est surtout ses collaborateurs, donc Georges-Gilles de la Tourette, qui prennent en note ces cours qui sont édités. L'hystérie est une et indivisible. Et évidemment, ça nous rappelle à tous la République, hein, qui est une et indivisible. Bon, vous savez qu'en France, elle est proclamée en 71. Enfin, avec... bon, mais là, c'est encore autre chose. Donc, il le dit, mais quand on regarde l'évolution de son analyse, d'abord, on a en effet des ouvriers, des artisans, donc, qui sont là aussi, quand c'est parce qu'ils ont des accidents dans leur travail. L'équivalent pour les femmes, c'est dans leur travail, mais toujours ménager. Si c'est un accident, elles tombent dans l'escalier ou elles ont une poutre qui leur tombe sur la tête. Le viol arrive donc quasiment, je crois, en 12e position, hein, pour Charcot. Bon, c'est pas quelque chose... Il ne voit que des prolétaires, hein, puisque... enfin, il ne voit pas que des prolétaires, mais il n'a rendu compte que des prolétaires. Hein, il reçoit, il devient très riche, il reçoit en effet des Russes à la Salpêtrière, et puis beaucoup d'autres qui viennent des États-Unis. Enfin, c'est quelqu'un extrêmement connu, hein, du monde occidental, bien sûr. Donc, peu à peu, on va avoir le vagabond, le paria, la lie de la société. Et là, ces thésards le montrent. Et statistiquement, on voit les statistiques qui augmentent. Donc, le partage, encore une fois, toutes les femmes peuvent être hystériques. Ben, simplement quelques hommes. Donc, moi, par votre sens d'un rapport avec l'histoire, dans mon ontologie, j'ai mis une des leçons avec le juif errant. Passionnant. Avec un juif errant. Oui. Qui vient de... Ah oui, le juif errant, bien sûr, oui, on imagine. Qui est reçu par Charcot et qui vient de l'Est, qui a fait tout un oui, bah c'est le moment des pogroms et de la crise économique, hein, 80, qui est très très forte, et des pogroms russes. Et en effet, il arrive, il y a 4 cas qui sont analysés, il y a beaucoup de photos là. Bon là... Enfin, moi, je l'avais analysé quand même comme une forme d'antisémitisme. Bon, c'est donc l'hystérique mâle, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de partage.
dans ce moment, même si c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il... Bon, y croit-il oui, il pense que c'est bien réparti. Merci beaucoup. Donc vous avez prévu une quatrième mouvement, mais comme la soirée se termine à 19h30, je pense qu'il est temps de donner la parole à la salle. Donc sentez-vous vraiment libre de poser toutes les questions que vous voulez à des exercices, des supplémentaires, des rapports de recherche, la parole est libre et lorsqu'on se prenait la parole, si vous voulez juste laisser votre masque, oui, pour qu'on vous entende. Voilà, personne n'hésitera à retirer, c'est la procédure interne de l'idée. Toute personne parle de ton professeur. Est-ce que l'hystérie c'était considéré comme une maladie contagieuse? Alors, parlez plus fort, parce que comme vous avez... L'hystérie c'était considéré comme une maladie contagieuse. Non, héréditaire. Héréditaire, mais pas contagieuse. De toute façon, oui, enfin, on connaissait la contagion avec Pasteur, donc, mais pas du tout. Non, c'était pas un microbe, c'était une maladie neurologique et ensuite psychique, mais héréditaire, pardon. Et avant le 19e? Non, mais le 19e par contre s'intéresse aussi au phénomène d'hystérie collective. Oui. Voilà. Et donc, mais sans véritablement chercher à l'analyser. Parce qu'en plus, hystérie collective les mettrait sur la voie d'un phénomène social. Comme ils tiennent quand même à leurs hypothèses médicales, ils ne creusent pas trop. Déjà, merci pour ce débat qui est super intéressant. Et j'ai deux questions. Une première, c'est très important avec l'éclaircissement. J'ai pas tout à fait compris le lien qui est placé entre l'hystérie et l'épilepsie. Est-ce que c'était des erreurs de diagnostic? Qu'est-ce que ça fait de la manifestation pour faire penser aux maladies? Et la deuxième question serait plutôt par rapport au traitement. Vous avez évoqué le fait qu'on soulignait peut-être un manque de la sexualité de nous. Est-ce que voilà, ça c'est exploré? Est-ce qu'il y a d'autres traitements possibles à différents niveaux? Donc, je suis complètement en décalage horaire, donc la première question. Épilepsie. Oui. Je suis rentrée hier vers la télé, j'ai des blancs. J'ai l'impression d'avoir servi en gélatine. Donc oui, alors là du coup c'est Charcot, qui vous avez vu toujours hystéro-épilepsie. Donc il fait vraiment la distinction, enfin vraiment, du moins c'est l'objet de sa recherche, hein, parce que sinon c'était pas l'objet de sa recherche. Enfin il s'est toujours intéressé aux maladies neurologiques de la salpêtrière. Il avait un immense troupeau, comme il disait, hein, c'était toutes les femmes malades et souvent plutôt vieilles, donc ils mouraient, donc il pouvait les disséquer. Et donc il va faire la distinction, c'était extrêmement difficile, il le fait au moment de la crise, au moment aussi du fait d'uriner, de se mordre, enfin bon, on a déjà quelque chose qui ressemble à la distinction, enfin pas la distinction, parce que maintenant Mystérie complètement modifié, surtout avec le DSM, mais donc ce qu'on sait de l'épilepsie, vous avez peut-être vu des crises. Donc pour cela, alors pour la sexualité, c'est ça. Le traitement. Pardon? Ah oui, le traitement. Bon, il est temps que ça se termine. Pour le traitement, alors on a le fameux, je ne vais pas retrouver le nom, mais il y a eu un film d'ailleurs, je ne sais pas, Oh My God, enfin moi j'avais écrit une petite critique. Donc il y a en effet en Angleterre un homme qui invente un moyen pour traiter l'hystérie. Alors déjà, Louis Villermé, donc les premiers médecins du comme c'était un manque de sexe, il s'était aperçu qu'en masturbant, alors il dit ça en latin évidemment, l'hystérique, bah, ça lui passait. Hein. Donc, mais c'est dit vraiment de manière très confidentielle. Et là, donc, ce médecin invente ce qu'on va appeler le Godnichet. Et donc, le film est très drôle d'ailleurs, et on voit les femmes qui viennent parce que c'est très agréable, du moins quand ça marche. Bon, et en effet, elles peuvent exprimer d'une autre manière
leur manque. Et cet objet donc va être vendu comme appareil médical et puis ensuite transformé aux États-Unis notamment, et donc dans ce qu'on peut en faire actuellement avec tous ces perfectionnements. Mais pour Charcot, absolument pas. Bon, donc vraiment, non, de toute façon, enfin non, il n'y a pas de toute façon, non. Pourtant, quand on a vu le tableau de Brouillet, quand il présente, moi, celle que j'ai appelée ses divas, donc Blanche, Augustine, etc., enfin, Augustine, c'est Baxman, il a un compresseur d'ovaires, vous avez peut-être vu des photos, c'est une sorte de grosse ceinture, on appuie sur les ovaires, et ça arrête la crise, selon Charcot. Et quand on lâche les ovaires, la crise recommence avec ses phases différentes, dont le clonisme, etc. Probablement là que Blanche est en catalepsie. Elle a les mains serrées, elle est en arrière, donc elle est dans la dernière phase. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose à voir. Mais ce n'est pas la sexualité. Ça, moi, j'ai vraiment fait la distinction, surtout dans mon dernier livre, entre génitalité et sexualité. La génitalité, c'est évidemment la procréation. Et ça, bon, c'est bien pour les femmes, quoi. Les tenir. Mais les deux sont quand même confondus depuis ce qu'on trouve même chez Galien et le désir de mère, donc, et le conseil de mariage et d'enfantement, et les masturbations souvent faites par des sages-femmes ou des matrones. Donc rien ne bouge depuis l'Antiquité. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on en a un écho dans la pièce d'Andréeff, justement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une lecture qui se veut explicite des discours médicaux, mais c'est l'effet que cela produit sur le lecteur, car à plusieurs reprises, justement, on évoque l'enfantement. Et les personnages masculins qui discutent justement de Caterina et Ivanna, le peintre qui pose la question à son mari, je sais que c'est peut-être indiscret, mais pourquoi n'avez-vous pas d'autres enfants? Et l'autre lui répond parce qu'elle dit qu'elle n'en veut pas. Donc, ça sonne comme, voilà, pourquoi ne lui ferait pas un enfant, ça calmerait ses pulsions, ses ardeurs. Et puis il y a un autre moment aussi qui peut être interprété à la vue de ces traitements, entre guillemets. Alors, ce sera vous qui me direz si c'est vrai. J'ai lu que... je vais dire très vite. il existait des discours selon lesquels, puisque à un moment on pensait que l'hystérie pouvait être associée justement aux humeurs, le fait de pleurer, libérer la femme de ses humeurs malignes, et donc ça soulageait les femmes hystériques. Et il y a aussi tout un clin d'œil à cela chez Andréeff, parce que pareil, le peintre, l'amant qui pose la question, est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle va pleurer? Non, je ne crois pas. Ah, mais sans doute qu'elle le fait en cachette. Donc vous avez ce discours aussi qui est relayé de manière ironique par Marie. D'abord, merci effectivement pour vos interventions, cette conversation. Moi, je ne suis pas spécialisée fusionniste et italienne, c'est-à-dire je parle quand même de la photomassation, je pensais au Roland Furieux. On a un modèle littéraire. Mais alors, pourquoi j'interviens? C'est parce que, et je m'intéresse à un petit peu cette question, je crois que c'est la raison pour laquelle Anne a décrit au changement aussi singulier, c'est que j'ai un mari neurologue. Donc, je dois vous dire pourquoi justement je suis tombée un peu dans l'hystérie, pour des raisons effectivement conjugales. Des raisons locales, j'agis pas à Reims. Or, on dit que j'ai des arts de Reims. Je trouve un tableau intéressant de parler des images. Il n'y avait pas beaucoup d'images qui représentaient. Et donc, il y a un tableau d'un certain Georges Rougon de Tours qui s'intitule Une fascinée, la cherchabilité. La cherchabilité dans un hôpital, un homme on peut dire et on voit un neurologue, un certain Nice, qui est maintenant complètement occulté par Charcot, en train d'hypnotiser des hystériques. Peut-être vous avez opposé un peu Freud et Charcot, c'est tout à fait juste, il y a ces approches visuelles de Charcot, alors que Freud va passer par l'équipe. Mais vous disiez que c'était une méthode totalement différente, dans le sens que l'hypnose serait un
désolée. Non, j'ai quand même dit que c'était un très très grand médecin neurologue. Et non, moi, ce qui me fascinait dans ces questions, c'est comment, en fait, puisque Charcot aussi a énormément fait sur le plan neurologique, c'était indubitable, comment ces hommes ont dérapé à ce point sur le mystérieux. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et voilà, je vais explorer aussi le tableau, cette dimension visuelle qui m'a intéressée, de ce tableau. Vous avez parlé des chiens, il est présent, on voit ce personnage avec un train de faire des croquis. Et Richier, qui était à la fois un sculpteur, professeur à l'Académie de Beaux-Arts, et neurologue. Et ils ont effectivement vécu ensemble le possédé. Voilà. Alors, je voulais simplement vous interroger là-dessus. Ce ne sont pas des charlatans. On a vraiment l'impression quand même, quand on voit ce qu'ils écrivent, c'est indubitable, c'est très troublant et très problématique. Mais je trouve, j'ai envie de rappeler à quel point Charcot et l'espèce sont petits des neurologues, des personnes qui étaient des scientifiques, en plus c'est qu'il y a des règles qui vont inclure les spécialistes. Et c'est assez fascinant de voir comment les gens, encore une fois, éduqués effectivement Moi, c'est une question que je me suis posée, parce que Charcot est un très grand neurologue. Bon, à la Salpêtrière, il y a pas constamment, mais tous les ans, on célèbre la maladie de Charcot, par exemple. Il a diagnostiqué énormément de maladies neurologiques. Et il s'est trompé sur l'hystérie. Ça, c'est sûr. C'est absolument pas un charlatan, c'est bien ce qui fait sa force. Quant à l'hypnose, Louis, en effet, Charcot il fait toujours pratiquer l'hypnose, et dans les films, ce sont des erreurs, par ses internes ou par les autres. Mais en effet, il s'en sert, mais il s'en sert pourquoi? Pas pour soigner, pour montrer les différentes... Il donne des ordres, et il fait paralysie de bras droit, paralysie du bras gauche, etc. Il modifie, il fait même passer de l'un à l'autre, ou de l'une à l'autre, mais ce n'est pas un traitement. C'est vraiment Freud qui, peu à peu, va l'utiliser. Alors, c'est pas Freud d'ailleurs, c'est Bernheim, Hippolyte Bernheim, qui lui dit que là, il y a une hystérie de culture à la Salpêtrière, et qui va montrer que l'hypnose, c'est tout le somnambulisme magnétique. Là, j'ai fait tout j'ai d'autres livres là-dessus. Mais Charcot ne s'en sert absolument pas. Louis non plus. Mais Louis, lui, il hypnotise lui-même avec ses miroirs tournants. Et on voit sur les charités, et hop, c'est 1, 2, 3 soleils. Les hystériques sont comme ça, il y a des hommes d'ailleurs au fond de la salle. Et Louis, c'est très connu, il fait plein d'expériences avec des senteurs. Il fait passer justement des petits tubes assez malades. Il y a plein de photos là aussi qu'on trouve sur Internet, de la même façon. C'est pas un charlatan non plus du tout, mais il les morphinise beaucoup. Donc, beaucoup vont finir morphinomanes. Voilà. Donc, si j'ai donné... j'arrête. Mais là, on ne développe pas tout le monde dans cette perversité. Il n'y a pas on fait plus d'hystérie. C'est de marque mentale et du mal aussi. Et il y a cet aspect-là du mari. Et puis, Anima a évoqué aussi étonnant à cette époque-là. Et ça, c'est pas la pièce, je n'ai pas vu le spectacle, elle parle de son appartement. Et ça, ça développe. Est-ce que c'est étonnant? Ça ne développe pas, mais elle a de son sang. Mère et avoir elle-même.
rencontre un peu dans le juge, parce qu'il est vraiment hystérique. Absolument, du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je précise bien. D'abord, il n'y a pas le terme hystérique n'apparaît pas dans la pièce d'Andreev par rapport à Ekaterina Ivanovna. Il y a une seule occurrence de l'emploi de ce terme, c'est dans le début, dans la première scène, lorsque justement il y a ces coups de feu qui retentissent, et puis on voit arriver Georgi, le mari, avec son pistolet, Ekaterina dépenaillée et complètement folle pour le coup, puisqu'elle justement fait ce premier geste, et la mère, donc sa belle-mère, la mère, elle, qui vient, et puis elle est dans un état semi-hystérique, écrit Andreev. Elle est dans une sorte de transe. Ça, c'est même pas dans la pièce, hein, dans la mise en scène, c'est pas tout ça. Le premier hommage qu'on voit d'Ekaterina dans le spectacle, c'est Ekaterina qui dort. Donc elle n'est pas du tout en train de. Mais la première apparition sur scène d'Ekaterina, elle est allongée sur son lit, et le mari furieux, là, ça veut la tuer, ça proche pour la tuer. Il a pour la rater, elle est en train de dormir. Mais c'est même pas la première occurrence de Ekaterina dans la mise en scène. Elle n'est pas du tout en train de. Elle n'est pas épanouie, elle dort. Alors, dans la pièce d'Andreev, j'ai été vraiment frappée à la relecture quand je préparais ce débat. Il y a vraiment, en fait, si vous voulez, il y a un soin extraordinaire à la mise en scène, précisément dans les didascalies d'Andreev. Il y a tout un long paragraphe qui décrit le décor sur la scène, et en fait, on entre dans la pièce avec une scène vide, il n'y a personne. Il y a une lumière qui est très glauque, parce qu'il n'y a qu'une seule ampoule qui fonctionne sur le lustre. Et Andreev écrit, cela crée une sensation de dissymétrie. Et donc cela donne une sensation étrange. Et c'est cette dissymétrie en fait qui invite le spectateur dans la pièce. Et on entend, d'abord on entend les bribes d'un discours violent, ponctué de pauses extrêmement lourdes. Et petit à petit, la clameur monte, et là on va entendre les coups de feu, et donc tout le monde va sortir, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi lire ce début comme voilà, la représentation de la fin de cette famille, en fait. Voilà, c'est la chute de la maison de Georgi. Absolument, c'est tout en l'air. Et alors vous avez absolument raison de souligner son rôle, car il veut la tuer parce qu'il la soupçonne d'adultère, alors qu'en fait elle est innocente, et c'est ça qui va la précipiter dans la chute. Et c'est la grande question de la pièce, c'est celle que tout le monde se pose, et Ekaterina Ivanovna, la première, se la pose. Comment se fait-il que j'en sois arrivée là où j'en suis? Puisque après ces 3 coups de feu ratés, effectivement, du coup, elle couche avec l'homme avec qui son mari l'avait soupçonné d'avoir couché, qui est un minable, un parasite, et qui vit avec, au 3e acte, qui vit avec eux, qui est accepté dans la maison. C'est une perversité extraordinaire. Absolument folle. Et puis elle prend d'autres amants. Et la question reste. Et alors, il y a une scène qui est très importante dans laquelle l'un de ses amants la traite de mort vivante, en fait. Et donc, et on y a un écho aussi peut-être à ce récit saisissant de 1902, Le Gouffre, qui est très célèbre d'Andreev, dans lequel c'est l'histoire d'une jeune fille qui traverse un bois le soir avec un jeune homme, ils sont visiblement amoureux, et on est dans la littérature la plus classique, la plus tourguénivienne du monde, jusqu'à ce qu'ils croisent 3 hommes sur leur chemin qui violent cette jeune fille et qui la laisse pour morte, et le garçon qui a été battu, aussi laissé pour mort, se réveille et la viole à son tour. C'est absolument terrible, et c'est la pulsion, on parlait de la folie au masculin, c'est la pulsion terrible et atroce, que là on retrouve aussi en écho à cette sorte de nymphomanie, du coup, puisque si l'amant traite Ekaterina Ivanovna de morte, mais qu'il couche quand même avec elle, enfin, c'est extrêmement, c'est très perturbant. Et pour l'avortement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument choquant, c'est extraordinaire en fait, de le voir. Et on voit là aussi, je viens de parler de ce récit sur le viol, on voit là aussi l'insolence et le courage de
d'évoquer des thèmes qui sont absolument, qui interdisent, voilà, et que lui évoque et dont il traite, il ne faut surtout pas l'oublier, dont il traite dans une perspective que lui veut spirituelle. Pour lui, Katerina Ivanovna, c'est l'être de la plus grande pureté, et il l'écrit. Et il le dit, il le souligne. Et il ne veut surtout pas faire de la pornographie, ce à quoi s'occupent certains auteurs qui lui sont contemporains. Et on accusera ses œuvres d'être des œuvres pornographiques, etc. Mais lui, vraiment, pour lui, Katerina Ivanovna, c'est la femme la plus pure, la personnage la plus pure qu'il ait jamais connue. Et donc il est amoureux, écrit-il au metteur en scène qui va mettre en scène sa pièce en 1910. C'est sur cette note optimiste.